qu'est-ce qui pouvait être rapporté, puis etc. Toujours, etc. hein, parce qu'il était surveillé tout le temps. Voilà. Parce que là, tu faisais ça, c'était après la guerre froide? Si. Oh, oui, après la... Oui, c'est sûr, oui. Alors, 180, quoi, 10, 92? alors là, puis il y avait l'autre chose qui était difficile, puis c'est que j'ai jamais été un type à consommer, disons, des grosses quantités d'alcool. Pour moi, c'est une chose que je me suis toujours égaré puis tenu loin. Puis en Russie, ils aiment boire, puis ils aiment le party, d'accord? Alors, quand ils sortent, eux, la bouteille de vodka, si tu participes pas, ils te regardent puis ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe? » Alors, au début... Il fallait que tu boives. Non, il ne fallait pas que je boive. Il fallait tout simplement que je respecte qu'eux pouvaient boire sans, disons, les traiter d'alcooliques, comme qu'il y en a plusieurs qui voudraient le faire. Tout simplement accepter que ça faisait partie de leur culture et de leur personnalité, puis de la façon qu'eux aimaient faire les choses. Et ils ont vu aussi que moi, si je buvais pas dans les mêmes quantités qu'eux buvaient, c'était pas parce que je voulais les juger, c'est parce que tout simplement, j'avais établi des principes dont je ne voulais pas franchir. Voilà. Donc, cette approche de ne pas juger, c'est ce que tu utilises partout. Puis tu fais affaire avec la Chine. On entend beaucoup de choses au sujet de la Chine. Puis il y en a peut-être qui sont vraies, je ne sais pas, mais t'aimes travailler avec la Chine? J'adore. Moi, je trouve que quand j'étais à l'école, on nous a très mal renseignés sur l'Asie et non seulement sur la Chine. Quand je me suis rendu en Chine et que j'ai vite réalisé l'envergure et comment est-ce qu'on fait pour gérer 1,5 milliard de personnes. C'est du monde à la messe, ça. Ici, au Canada, on est à peine, 30 millions et on a de la difficulté à se gérer. Alors, imagine-toi, maintenant, tu es en 1,5 milliard. Et puis, disons, tu vis avec cette culture qui date de 4 et 5 000 ans. Puis riche, une culture riche en conscience et à tous les points de vue. Et puis, c'est une richesse et c'est une mentalité saine en ce sens que c'est pas c'est pas un pays qui est contrôlé par la religion. C'est évident qu'ils sont pratiquants, mais il reste que c'est plutôt sur le zen, sur le bien de soi-même, qui, disons, leur donne leur raison de jour à jour et puis leur approche au niveau de l'humanité en général. Alors, c'est pas, disons, des guerres ou, disons, religieuses qu'ils montent. Tandis que mondialement, si on regarde qu'est-ce qui se passe, la source majeure des guerres, c'est plutôt culturel et religieux. Et pour eux, c'est un non-sens. C'est un non-sens. C'est un non-sens, oui. Alors, quand je suis arrivé là, j'ai été vraiment impressionné. Puis ce que aussi j'ai retrouvé mon enfance en Chine. Oui, tu me disais ça. Parle-en. Bien, ce qui arrive, c'est que dans les années 60, tu sais, je pense qu'il y a eu une pièce de théâtre qui se disait Balconville, tu sais, mais en Chine, quand tu marches les rues, tu vois comment est-ce que les familles vivent encore sur les trottoirs. C'est-à-dire qu'ils sortent de leur résidence pour essentiellement, disons, s'asseoir là puis parler avec leurs voisins, comme qu'on faisait dans les années 60. On connaissait tous nos voisins. Aujourd'hui, personne ne connaît son voisin. Personne ne veut échanger avec son voisin. Le monde sont froids envers leurs voisins. Et tu ne retrouves pas ça en Chine. C'est très familial, c'est très courtois envers un et l'autre. Et ça, pour moi, ça m'a touché de voir que Puis ils sont très courtois envers les Canadiens, là et ailleurs. Puis on sait même que les Américains utilisent cette courtoisie des autres à notre égard pour souvent se dire Canadiens. Ouais, ça, je l'ai vécu, puis c'est triste de voir quand même un peuple qui se dit qui ils sont et qui doit quand même se cacher derrière l'identité d'autres quand ils voyagent, parce qu'ils ont peur de la façon maintenant ils sont perçus et reçus mondialement. Et je le dis bien mondialement. C'est pas uniquement en Chine, c'est en Europe. Ils ont des problèmes majeurs maintenant à la façon qu'ils sont perçus. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent imposer leur paradigme sur le reste du monde. Et tu ne peux pas faire ça. Si tu dois respecter qu'il y a plusieurs façons
à atteindre des buts et, disons, à faire les choses. Puis ici, au Canada, on a la chance de vérifier ça quotidiennement avec toutes les cultures qui viennent s'établir ici aussi. Puis trop souvent, c'est difficile pour beaucoup de gens de comprendre que les choses peuvent être faites différemment. Pourtant, c'est ce qui fait la richesse du monde. Hein, si on laisse aller une façon de s'exprimer, c'est un crime contre l'humanité. Au retour de la pause, tu vas nous parler de ton dernier projet. Bien, ton dernier, c'est pas le plus récent. D'accord. Le plus récent projet, celui de conversion des ordures en énergie de toutes sortes, quelque chose qui va révolutionner le monde, finalement. Effectivement. Restez avec moi, je suis avec Richard Assette. On parle de ses nombreux projets et le plus récent, un projet tout à fait révolutionnaire. Pour tout l'amour du monde, vous est présenté avec la collaboration du journal L'Express, la voix francophone de l'Est à l'Ouest d'Ottawa. Le projet de Avis Energy, qui est un projet révolutionnaire. Richard, tu peux nous l'expliquer un peu pour qu'on saisisse ce que c'est, puis ce que ça va changer dans le monde? Bien, grosso modo, c'est de faire en totalité ce que d'autres sociétés, puis d'autres groupes, et d'autres technologies à date d'aujourd'hui fait en partie seulement. Alors, ce que nous, on peut maintenant réussir à faire en totalité, c'est le recyclage à 100 de toute pièce d'ordure qui peut être mis en usine et recyclé, disons, à titre de produits renouvelables. Mais on sait que beaucoup de ces plans, de ces endroits où on fait de la conversion, des fois, il y a des odeurs épouvantables, comme pour la canne à sucre ou d'autres. Alors, l'avantage qui existe avec cette technologie ici, c'est que non seulement est-ce qu'il y a zéro odeur, il y a zéro émission, puis il y a zéro résidu. Alors, je répète, tout ce qui est mis en usine est recyclé à 100 Alors là, maintenant, ça offre beaucoup d'avantages aussi, non seulement du fait qu'on recycle tous ces items-là, c'est que aussi ça enlève un fardeau à toutes les municipalités. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de contrôle partout. Alors là, maintenant, on est pris, puis on se sent mal et on se sent coupable si on n'a pas mis de côté les plastiques, l'aluminium, les ci, les ça. Là, maintenant, tout peut être acheminé à un endroit, tout peut être recyclé dans un endroit. Oui. Et cette nécessité de commencer à séparer ci et ça, ce n'est plus nécessaire. Ça, c'est dans notre vie quotidienne à nous Alors, autres. Là. ouais, On n'aurait plus besoin d'aller fouiller dans la poubelle pour trouver les petits restants de papier de toilette. Là, Exact, le rouleau de papier de toilette pour les mettre dans le carton. C'est plus nécessaire. Tout s'en va à la même place. Des chicanes de famille parce que l'enfant ou quelqu'un n'a pas mis une telle chose. Puis là, c'est rendu une farce monumentale aussi. C'est que si tu as une dent contre ton voisin, tu laisses un sac non recyclé à sa porte puis passe à l'amende. Ben oui, en plus. Oui. Donc là, tout s'en va à la même place. On prend les ordures, puis on les convertit. Exact. En énergie, en électricité, quoi. Est-ce qu'on va pouvoir chauffer nos maisons avec ça Effectivement. Alors, les produits la première chose que ça fait, c'est que ça recycle, disons, les plastiques, l'aluminium et les métaux. Ça, c'est ressorti immédiatement et recyclé à 100 Et ensuite, du reste, c'est essentiellement converti en huile, en électricité, en eau potable. Ah oui. Et ensuite, le reste devient un fertilisant qui a redonné quand même à la planète pour nos besoins agricoles. Qui a développé cette technologie? Un groupe de scientifiques? Oui, c'est un groupe, disons, d'ingénieurs allemands qui, disons, ont réussi à se réunir. L'ingénieur en chef, c'est un nommé Peter Winkelkotter. C'est un chic type et puis c'est un homme brillant qui a réussi à mettre, disons, en vigueur cette technologie-là. Et moi, j'ai eu la chance de rencontrer Peter et quand j'ai rencontré et quand j'ai vu qu'est-ce qu'il avait déterminé, qu'est-ce qu'il pouvait faire, c'est là que j'ai pris goût à me joindre, disons, à ceci et à faire un montage de financement et disons, aussi de distribution de ces plans-là sur le point de vue mondial. Qu'est-ce qui te passionne plus là-dedans? Est-ce que c'est l'argent au bout de la ligne ou si c'est le projet ou si c'est les deux?
Non, il y a une expression que j'aime bien en français c'est plus pour le jeu que l'enjeu, mais l'enjeu est aussi important. Ouais. Ça, l'idée de commencer à investir mon temps où il n'y a pas d'enjeu, je ne suis pas intéressé non plus. Ben non. Alors ça donne que ça rendait l'utile et l'agréable. Et puis, c'est quelque chose dont je suis fier parce que ça redonne à la planète tellement ce que c'est qu'on a de besoin aujourd'hui. Oui, en plein. On accuse les baby boomers, tu sais, d'avoir créé un problème. Je ne suis pas convaincu qu'on a créé le problème. Je crois qu'on est en train de solutionner le problème. Je crois que c'est un problème qu'on a hérité plus de nos parents et que de nos grands-parents et que nous, on a commencé à mettre en vigueur des plans et des façons de rectifier à ces problèmes-là. Oui, parce que les baby boomers, en fait, on ne connaissait pas autre chose. Ouais, on a tout hérité ceci de nos parents. On ne savait pas. Puis c'est les baby boomers qui sont en train de changer la situation aussi, exact. en effet. Donc là, ce projet-là prend beaucoup de ton temps. Est-ce que tu prévois du lobbying de la part des autres entreprises qui font ces choses en partie? Est-ce que ça va être installé bientôt en quelque part? Mais grosso modo, à l'instant qu'on se parle, nous avons là de 200 demandes pour des plans à travers le monde. Ah oui. Alors là, maintenant, ce qui arrive, c'est que nous avons que la capacité de pouvoir en construire qu'une vingtaine par année de ces plans-là. Alors, il faut quand même faire une bonne analyse à savoir où voulons-nous, disons, avoir plan numéro 1, plan numéro 2, plan numéro 3, etc. Ils vont être où, ces premiers plans? Est-ce que tu as une idée présentement ou c'est trop tôt pour en parler? Bien, essentiellement, non. Ce qu'il va y avoir, c'est que nous allons séparer ceci aussi de façon équitable que possible. Il va y en avoir ici au Canada parce que c'est mon pays natal et donc je veux qu'il y en ait ici dans la région pour commencer. Il va y en avoir certainement en Europe actuellement. D'ailleurs, notre plan, notre premier plan est situé en Allemagne, à Fürth. Et puis, c'est une usine qui a coûté au-delà de 800 millions d'euros à faire construire comme telle. Il est fonctionnel Absolument. Présentement? Il est en opération et tout? Bien, l'usine est construite et elle sera opérationnelle dans les quelques mois qui suivent, je dirais vers le mois de mai-juin. Moi, j'écoute ça, Richard, puis ça me fait penser. Pour moi, c'est de la science-fiction devenue réalité. Parce qu'on lisait on entendait dire qu'un jour, l'être humain allait développer la technologie pour guérir la planète. C'est sûr qu'il faut faire des changements de comportement aussi, là. Et puis, pour régler ces choses-là, et ça existe. Oui, mais c'est beaucoup plus avancé que ça, Ginette. C'est beaucoup encore plus. Oui, parce que avec cette procédure, nous avons aussi la capacité de créer ce qui est une cellule énergétique, si tu veux. Alors, c'est combiné essentiellement, disons, une technologie avec de l'hydrogène et de la méthanol pour créer une cellule énergétique qui, dans les années, je dirais, reprochées, maximum de 2 à 5 ans, nous allons avoir en vigueur et, disons, opérationnelles dans différentes parties du monde des unités qui ne seront pas plus gros qu'un ordinateur ou même plutôt un air climatisé qu'on trouve dans une maison conventionnelle qui peut desservir une maison de 250 mètres carrés ou de 2500 pieds carrés et leur donner tout, disons, l'électricité qu'ils ont besoin pour chauffer leur domicile, pour climatiser leur domicile et puis ensuite, disons, leur donner tous les besoins électriques qu'ils auraient besoin aussi. Alors, ça va coûter cher, ça? Absolument rien. C'est ça que j'arrive à dire, c'est que cette alternative-là, étant donné que c'est une unité qui est à peine la grosseur d'un air climatisé, au niveau du montant de méthanol que ça prend pour faire fonctionner cette unité-là, c'est dans l'ordre de 120 litres de méthanol et le coût du méthanol est à peine de 20 à 25 cents canadiens. Oui. Alors, ça, je dis bien 120 litres de méthanol annuel. Alors, ça veut dire que pour moins que 100 $, tu as complètement énergisé